Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast des 37 pas. Bonjour Serge, merci à toi Bonjour. d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc aujourd'hui, on va parler des émotions. Voilà, on n'a pas abordé ce sujet encore, hein. Que disent les taoïstes sur les émotions? Le principe déjà, c'est de faire une différence, je pense, entre une pensée, une pulsion, une émotion, un sentiment, pour clarifier. Parce que c'est pas une vérité, mais c'est une histoire de vocabulaire. Si on ne détermine pas son vocabulaire au début, on aura le problème parfois de parler de la même chose ou d'une chose différente en croyant que on ne sait pas. Donc il faut déterminer. On dit que les humains ont des perceptions internes ou externes. Ces perceptions créent une pensée. Cette pensée, elle peut ou pas se fluidifier par une action ou par le fait que la pensée s'évanouit d'elle-même. Si cette pensée ne peut pas être évacuée par une action ou par une fluidification naturelle, cette pensée, elle va créer un frottement. Ce frottement ne va plus être dans l'ordre du mental, qui ne touche pas le corps, mais va devenir viscéral. C'est une pensée qui va devenir corporelle. C'est ça une émotion. Une émotion, c'est une pensée qui est dans le corps. La pure pensée, la vraie pensée, elle est dans l'ordre du spirituel, de l'esprit. Elle n'est pas incarnée. On y a accès, mais elle n'est pas dans notre corps. Donc à partir du moment où une pensée, ou ce qu'on identifie comme une pensée, crée une transformation physiologique, augmentation du rythme cardiaque, de la chaleur, froid, frisson et tout, c'est une émotion. Et pour nous, ça nous intéresse beaucoup dans le taoïsme parce qu'on dit, médecine taoïste et médecine traditionnelle chinoise disent, les émotions sont la première cause de maladie interne. C'est-à-dire que chaque émotion est liée à un élément, chaque élément est lié aussi à un organe. Chaque émotion va fatiguer un organe plus qu'un autre. Toutes les émotions, au bout d'un moment, vont fatiguer le cœur, et toutes les émotions avec le cœur vont finir par épuiser le rein. Donc en fait, toutes les vraies maladies chroniques dangereuses de l'être humain, pour ce qui est des causes internes, on dit les émotions sont le premier facteur. Donc nous, ça nous intéresse beaucoup, puisqu'on a une vision de longévité et de santé. Et ça nous dit, l'idée n'est pas du tout de supprimer les émotions, ce serait débile. Les émotions, c'est ce qui nous permet d'apprendre, c'est ce qui nous permet de digérer le quotidien et donc de progresser dans la vie. On en a beaucoup besoin, c'est très important pour l'apprentissage. Mais une émotion, normalement, elle a un déclencheur, elle monte, elle arrive à un moment optimal, où là, elle est normalement consciente, puis elle disparaît. Mais aujourd'hui, dans un monde de confort où l'intellect a pris beaucoup de place, parce qu'on n'a plus ce côté de survie qui devait être géré avant, l'être humain, lui, il n'a pas beaucoup bougé. On a toujours ces perceptions, on a toujours ces émotions qui arrivent, mais quand elle arrive à la conscience, elle amène une arborescence de pensées, de questionnements, de jugements et d'autres émotions, ça ne s'arrête jamais, ce qu'on appelle les émotions de longue durée. Ça, c'est vraiment nocif. Et c'est très simple de mieux le vivre, et donc le taoïsme l'a fait. Pratiquement toutes les pratiques jouent sur ça, les pratiques spirituelles, les pratiques de méditation, les pratiques de focalisation, de concentration. Et on a, depuis quelque temps, par rapport à notre histoire, hein, bien sûr, mais à partir du XIIe siècle, on a vraiment développé une pratique spécifique pour les émotions. Cette pratique des émotions, elle nous permet de comprendre que l'émotion est un mouvement énergétique, que ce qui va nous faire du mal, c'est le jugement qu'on met dessus, et pas du tout l'émotion elle-même. Et donc, on va essayer de mieux vivre les émotions sans se faire emporter par l'émotion. Donc, c'est ça le travail qu'on va faire. Ok. Et la méditation peut aussi fait travailler un peu sur le fait de gérer aussi l'émotionnel. En fait, si on imagine une émotion comme un gars qui se cache derrière un mur et qui veut te surprendre et tu fais « Ouh !» alors ça te fait sursauter parce que tu ne l'as pas vu. Ouais. La méditation amène une vigilance qui fait que quand tu passes près du mur, tu sais qu'il est là. Donc il va te faire « Ouh !» mais ça marche beaucoup moins bien parce que tu sais qu'il est là. Donc tu vas participer, tu vas dire « Ah oui, super !» mais tu n'as pas été pris. Ouais. Et la méditation va te donner ça. Tu n'auras pas agi sur l'émotion elle-même, tu n'auras surtout pas profité de l'émotion, mais au moins tu n'auras pas été entraîné dans l'émotion. Et c'est cet entraînement dans l'émotion qui nous donne la possibilité de maladie. D'accord. Parce que c'est vrai qu'en méditation, des fois, on a ces émotions qui montent de Complètement. colère, Bien sûr, de frustration. Ouais, ouais, ouais.
Mais la méditation, elle nous permet de mieux le voir. Maintenant, la spécificité du travail émotionnel, c'est de se rendre compte que l'émotion, c'est de l'énergie. Et que même une émotion négative, ça nous nourrit en énergie. Une émotion négative qui nous est projetée dessus, ça nous nourrit en énergie. Si on arrive à dissocier l'émotion ressentie, la conscience de cette émotion et sa version énergétique, on ne subit plus l'émotion. On va s'en nourrir. L'émotion devient source d'énergie. Donc qu'elle soit négative, positive, c'est plus un problème. C'est ça qu'on veut faire. Parce que dans la méditation, on va sentir les émotions, on va les voir, mais on restera avec cette masse énergétique. On ne sait pas quoi faire avec. Ça peut être un problème. Ouais. Donc il faut apprendre à voir l'émotion aussi juste comme un influx d'énergie. C'est ça que va faire la pratique spécifique de l'école pour le travail des émotions. Est-ce que on dit que la base de toutes les émotions, c'est la peur aussi? En fait, pour qu'une pensée crée un frottement qui amène une émotion, il faut que ce frottement il soit lié à quelque chose de l'ordre du fait qu'on est en vie. C'est parce que je suis en vie, que je veux rester en vie, qu'une perception m'a gêné, psychologiquement, mentalement, émotionnellement. Bon. Mais donc, cette gêne, qu'elle soit colère, tristesse, peur, elle revient toujours à la peur de disparaître, à la peur de plus être un individu, une individualité, un ego, mais ne plus être vivant carrément. Et donc ça, c'est tout ce qui est de la sphère de la peur, qui va de l'anxiété généralisée sans objet à l'anxiété à la peur. Ok. Domi, tu as des questions là-dessus? Non, c'est sur la peur. Hein. Je voulais aussi... la question que je me posais, c'est est-ce qu'il y a des émotions indispensables comme la peur et des émotions qui, en fait, dont on pourrait se passer? Il n'y a aucune émotion qui ne soit pas très utile. En revanche, le rapport à l'émotion est malade. On a développé depuis, mais l'être humain en général, hein, on a développé un rapport à l'émotion qui est de l'ordre de la stimulation par l'émotion. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien avoir des émotions fortes. Ça les maintient, le stress, tout ça, ils aiment bien, ça les maintient, ça les motive. Et on a un rapport aux émotions qui est bizarre. L'émotion devient une émotion de longue durée. Elle n'a pas une naissance, une évolution et une disparition. Elle est tout le temps là. Et ça, c'est très nocif pour l'être humain. Donc c'est ça qu'on veut régler. Mais chacune des émotions, elle nous permet d'apprendre sur la vie. C'est pour ça que dans les rêves sont à 80% ce qu'on a vécu la journée d'avant, parce qu'on a une partie du cervelet qui s'occupe de revivre la situation et qui en permanence essaye de voir et d'apprendre de la situation. Ça va amener beaucoup d'émotions. Ces émotions vont vraiment graver dans notre mémoire les expériences. Ça nous permet de ne plus faire les mêmes erreurs. Mais toutes les émotions sont très très bonnes. En revanche, si on enlevait les émotions, il y aurait un faux calme, mais il y aurait un vrai manque d'apprentissage. Pour vous donner un exemple sur une expérience qui avait été faite il y a longtemps, on avait montré à des gens un diaporama avec une famille, une paire de chaussures, une voiture, un hôpital, des petites photos comme ça. Et on avait laissé partir les gens. Et on les avait rappelés 8 mois plus tard. Et on leur avait dit, alors, ils avaient remontré les diapos en disant, alors racontez, qu'est-ce que c'est? Ils ne se rappelaient même plus de s'ils étaient venus, ils ne se souvenaient de plus rien. Ils ne se souvenaient même plus des images qu'ils avaient vues, ils ne se souvenaient même plus de... Ils avaient fait la même chose avec un autre groupe de gens, où ils avaient dit, voilà, c'est la famille machin. Ça, c'est la voiture qui les a renversés, qui les a tous tués. Ça, c'est la chaussure du psy qui s'est fait écraser en dernier, etc. Là, c'est l'hôpital où ils sont morts. Une horrible histoire. Chaque diapo était accompagné d'une horrible anecdote sur une histoire qui était encore plus horrible. 8 mois plus tard, tous les gens qu'ils ont rappelés se souvenaient de toute l'histoire. Parce qu'il y avait une composante émotionnelle forte qui était là pour nous faire un apprentissage. Il est important, quand on enseigne, par exemple, de mettre ou des moments de pression, ou des moments rigolos, ou des bruits, pour fixer l'attention de l'auditoire. C'est une bonne manière d'être sûr qu'ils vont se souvenir de ça. Donc l'émotion, elle est tout le temps utilisable, elle est tout le temps très utile, mais elle est souvent mal vécue. On ne sait pas quoi faire avec. Et
est-ce que, est-ce qu'il est préférable d'avoir un peu toutes les émotions plutôt qu'une qui sera dominante, comme par exemple des gens qui sont très colériques et qui l'ont de façon vraiment exagérée. Qu'est-ce qui est, en fait, Alors en qu'est-ce fait, qui est plus on n'a facile? pas le choix. Ah On a oui, tous un fonctionnement avec, comme les émotions sont liées aux organes, les organes sont liés aux éléments du corps, on a tous une composition parfaitement déséquilibrée, avec des parties en nous qui sont plus fragiles, des parties en nous qui sont plus solides, et du coup, on va tous avoir une manière de fonctionner. Par exemple, plutôt colérique, plutôt difficulté à faire le deuil, plutôt, etc. On aura toujours les mêmes. Et c'est ça qui va être intéressant quand on médite. On va mieux voir ça, on va s'en rendre compte. Et si on connaît la théorie derrière, avec la théorie des cinq éléments, avec la théorie des organes de médecine chinoise et médecine taoïste, on va se rendre compte qu'on a un fonctionnement qui vient d'un déséquilibre de nos organes, qui vient d'un déséquilibre de nos parties de l'esprit, et on va toujours avoir les mêmes réactions, les mêmes réactivités, les mêmes sentiments construits sur les mêmes genres de déclencheurs. C'est ça qui est très intéressant de voir. Dès qu'on le sait, ben, on peut les corriger. Il y a une grande force aussi dans le taoïsme, c'est que on a des moyens de calculer ça avant même de le voir. On peut le faire avec le Chimendunja de destinée, qu'on appelle le mandat céleste, où on peut calculer chez les gens le déséquilibre de base qu'ils ont et qu'ils vont avoir tendance à garder, à développer. On peut aussi voir dans n'importe quelle interview médicale de médecine taoïste, on peut faire un bilan très rapide sur le diagnostic du déséquilibre organique, énergétique de la personne. Et on verra que c'est toujours les mêmes émotions, les mêmes problèmes, les mêmes choses qui se répètent en fait. On a toujours les mêmes problèmes. On l'a pour tout, on l'a pour les gens qui ont des problèmes du trouble alimentaire, ils vont l'avoir toute leur vie à des degrés différents. Les dépressifs qui font une vraie crise de dépression ont 80-85% de faire une autre crise dans les 2 ans à venir. On fonctionne vraiment avec des rythmes et des cycles, et on a chacun notre manière. En revanche, on ne peut pas dire les dépressifs, c'est ça. Il y a 200 types de dépressifs, avec un petit peu de dépressifs coléreux, dépressifs angoissés. Il y a vraiment... C'est très différent. Mais on peut faire un bilan assez précis qui nous oriente comment aider la personne. d'accord. Mais on peut soigner ce qu'on connaît, mais si une émotion en cache une autre et que celle-là est inconnue, il y a moyen d'aller de la trouver ou... Par la bonne compréhension du diagnostic en médecine taoïste, on peut passer à travers ça facilement. Parce que il y a plusieurs peurs, il y a plusieurs anxiétés, il y a plusieurs tristesses. Mais en fait, quand tu regardes bien, en comprenant bien comment chaque organe fait quoi, comment la personne fonctionne, on peut voir très facilement, en tout cas, le plus important à traiter maintenant, Ok. qui nous amènera sûrement le plus important à traiter après. Mais à la fin, on arrivera toujours sur la peur. La peur, elle est normale et elle est presque saine, parce que sans la peur, on ne survivrait pas. Tu prends, tu prends un jeune à Paris qui n'aurait pas peur de rien ni des voitures, il meurt dans la journée. On a besoin de la peur. Maintenant, on n'a pas besoin de l'angoisse. Et l'angoisse, elle a pris une grosse place aujourd'hui. Les gens se fabriquent des peurs qui n'ont pas d'objet, et ça devient des anxiétés qui n'ont pas de raison d'être. Je précise ça parce que c'est pas évident comme ça. Si je me promène dans une ruelle et que il est tard le soir et que je m'imagine, et s'il y avait une bande là qui venait de me racketter, je commence à faire monter un sentiment d'angoisse qui peut être fort. Il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de bande. Donc je me suis fait peur tout seul, j'ai créé cette peur qui n'existe pas, elle n'a pas d'objet, mais je vais quand même avoir les mauvais résultats de ça. Ou je me promène tard le soir, j'arrive et il y a une bande dans la ruelle. Là j'ai peur et il y a un objet. Là c'est bien. Parce que, enfin, ça va être compliqué, Ouais. mais au moins c'est bon. Et c'est ça le problème, c'est que il faut pouvoir diagnostiquer si la peur est très utile. L'anxiété, l'angoisse est bien souvent absolument inutile. Et en comprenant son esprit et son fonctionnement, on peut arriver à désamorcer des situations comme ça où la peur va être dominante ou la colère, la peur inutile, je parle. En fait, dans l'observation de l'esprit, on va pouvoir voir comment on fonctionne, et par les différentes pratiques, on va pouvoir le calmer, le rééquilibrer. Il y a un moment qui est le moment du travail, où on va, avec la vigilance, être capable de ne pas se laisser entraîner par vigilance, attention, volonté.
Mais quand on est un peu fatigué, trop énervé, mauvaise journée, ça ne marchera pas. Et puis il y a le moment où ça s'est transformé. Il y a un moment dans la pratique, ces manières de faire disparaissent. Elles sont transformées. Et là, le problème ne se pose plus puisqu'elles ne sont plus là. D'accord. Très bien. Comme tu parlais après du Chimenduja de destinée, admettons, la configuration, c'est quelqu'un qui est plutôt colérique. Il va peut-être pouvoir travailler dessus, mais est-ce que c'est pas aussi notre configuration pour traverser la vie et accepter d'être comme ça, Bien sûr. plutôt que de vouloir être zen avec le sourire alors que ça ne correspondra pas du tout à notre... Complètement. On n'est pas obligé d'être zen avec le sourire. Et on peut quand même traverser la vie avec un fond un petit peu tonique, colérique. Le problème, c'est que tant que la colère est un outil qu'on utilise parce qu'on préfère vivre comme ça, c'est pas un problème. Quand la colère nous fait traverser la vie comme ça, c'est un problème. Ouais. En gros, je vois quelque chose qui me déplaît dans une conversation. Je pense que le mieux, ça serait d'y mettre terme avec quelque chose de dynamique. Je me mets à gueuler un petit peu. J'y crois pas, mais je le fais. C'est de la colère. Ça sera interprété comme de la colère. Moi, je l'utilise comme de la colère, mais je ne suis pas en colère. Je suis dans la colère. Je me suis mis dans la colère. Ouais. Mais je ne me fais pas avoir. Maintenant, ça, c'est pas mauvais pour moi. Et je peux très bien choisir cette arme-là, cet outil, pour traverser plein de situations. Ça ne pose aucun problème. Maintenant, j'essaie d'échanger avec quelqu'un, il me dit des bêtises, ou moi je les interprète comme des bêtises, ça m'énerve, je me mets à rentrer en pleine colère. Là, je ne suis plus moi. Donc j'ai perdu une des choses les plus importantes dans le taoïsme, qui est moi, mon centre. C'est-à-dire qui je suis vraiment. Et je me suis fait entraîner et transformer par moi sous la forme d'un de mes déséquilibres qui est la colère. Le centre, l'axe, le dantian, ça montre toujours des points centrés. L'axe, l'enracinement, il y a toujours un centre. L'émotion, ça vient du latin emovere, sortir du centre. Donc l'émotion, quand on est entraîné, on sort de qui on est. Le nombre de gens qui disent « Ah, quand je me mets en colère, je ne suis plus moi ». Ben oui, mais c'est le problème. Donc on peut traverser la vie avec plus le côté coléreux, etc. Mais il faut bien comprendre que quand on se fait entraîner par la colère, on vient de se faire voler une partie de sa vie par nos émotions qui nous ont transformés en quelque chose qui n'est pas nous. Donc on peut l'utiliser. C'est dommage de se laisser emporter parce que du coup, c'est plus nous. Mais peut-être on va passer justement à la respiration, parce que là, je pense que le pont il est fait, parce qu'on voit très bien comment en fait agissent les émotions déjà sur notre façon de respirer. On s'aperçoit que c'est... moi, je travaille avec des psychotiques et qui ont des respirations très très hautes, par exemple. Impossible de respirer avec le diaphragme. Bien sûr. Et on voit que vraiment les états émotionnels... Et d'ailleurs, j'ai oublié de te parler, on parle beaucoup en ce moment de gens qui sont hypersensibles. Comme si c'était, dans des groupes thérapeutiques, quelque chose qui était merveilleux. Mais en fait, c'est l'hypersensibilité, quelque part, c'est une émotion qui n'est pas gérée, quelque part. Alors, l'hypersensibilité, c'est une maladie, c'est un déséquilibre, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais c'est normal d'avoir des gens hypersensibles. On est dans une société qui trouve ça normal de prendre des photos de ses baskets qu'on met le matin ou de sa tartine de pain. Il y a plus d'accidents dans certains pays de selfies où les gens tombent de falaise que d'accidents de vélo. Évidemment qu'il y a des hypersensibles. Mais c'est parce qu'on a laissé la société dériver vers le culte du moi, que je prends photo avec mon appareil, que je ne regarderai jamais cette photo, j'espère. Mais je la prends quand même. Et quand on fait exactement l'inverse de ce qu'on cherche pour avoir un petit peu d'équilibre. L'équilibre, il est dans l'unité avec le monde, le fait de se rendre compte que la nature est plus grande que l'être humain, et que l'être humain, par gentillesse, peut se fondre dans la nature, mais c'est tout. Là, le fait de se mettre en scène comme étant le premier et tout, et le centre du monde, le tout confronté à la réalité du monde où on n'est jamais le centre du monde, la frustration elle est terrible, l'hypersensibilité vient de naître. Mais l'hypersensible, bonne chance. L'époque qui vient ne va pas être super sympa pour les hypersensibles. Ouais, oui. En plus, on nous fait vivre dans la peur. Les médias font tout pour... Ils veulent vendre leurs morceaux de trucs.
S'ils te font un journal où ils t'expliquent que tout va bien, tu regardes 2 secondes. Mais s'ils sont des heures à regarder l'eau qui monte et demander aux gens, et sinon c'est embêtant de peur de maison, évidemment les gens regardent. Ouais. Ils vendent leur truc. Ouais. Mais c'est pas de leur faute plus que ça, c'est de la faute des gens qui le regardent. La demande. Parce que quand ils font des horribles journées entières où ils vont voir les gens qui sont inondés pendant toute la journée à leur dire alors, c'est embêtant l'eau, hein, et que les gens se connectent de plus en plus, regardent toute la journée, bah, tant que les gens se connecteront, ils feront ça. Mhm. Tant que les gens se prendront en selfie toute la journée, les appareils photo des appareils de télécommunication, machin, vont se développer de plus en plus. La vente, elle va dépendre de la demande et on ne peut rien faire sur la vente parce que c'est des gens qui décident de le faire. On peut décider de l'acheter ou pas et de participer ou pas. Et donc, la respiration dans tout ça, est-ce que tu peux nous en parler? En fait, comme je le disais tout à l'heure, l'émotion, c'est vraiment de l'énergie. Le plus proche qu'on a du rapport à l'énergie, c'est le souffle. C'est pour ça que la respiration et l'émotion, c'est la même chose. L'outil pour gérer, dissoudre, amplifier ou surfer sur l'émotion, c'est le souffle. La manière de transformer l'émotion dite négative pour en faire quelque chose de juste énergétique, c'est le souffle. Tout le travail émotionnel, c'est le travail du souffle. Et, et cette respiration, en fait, quand on regarde sur toutes les pratiques, tai chi, qigong, méditation, elle est toujours présente quelque part, quoi. Elle est vraiment un support important pour les pratiques. En fait, ça marche dans les deux sens. Une émotion va obligatoirement contrecarrer la régularité de ta respiration. Plus l'émotion est forte, plus la perturbation de la respiration sera forte. Mais plus je tiens ma respiration, plus je tiens mon émotion. Si je régule ma respiration suffisamment en amont, en préparation, en entraînement, quand je serai dans une émotion forte, le fait de voir l'émotion comme une perturbation énergétique que je peux régler avec ma respiration, mon travail sur ma respiration que j'ai déjà maîtrisé, ce n'est pas le moment de l'apprendre là, me permet de mieux vivre l'émotion. Et surtout d'en vivre l'information principale. Quand j'ai peur de quelque chose, parce qu'il y a vraiment un truc qui peut me faire peur, c'est une bonne information. Mais bien souvent, l'information elle-même, je ne vais pas réagir correctement parce que je suis tellement pris dans l'émotion que j'en oublie l'information. J'ai une voiture qui me fonce dessus, je reste là à la regarder. J'ai très peur. Ouais, enfin, arrête d'avoir peur et fais un pas sur le côté. En vrai, c'est beaucoup mieux. Et c'est vraiment ça. L'émotion nous donne une information intéressante. Et comme on n'a plus l'habitude de la survie, on va le vivre comme un moment de panique. On ne va pas agir en fonction de l'information qui nous est donnée. Un exemple tout simple avec la peur qui est très vrai, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand ils reçoivent énormément de peur, sur une perception qui leur fait vraiment peur, tout leur corps est comme paralysé. Parce qu'ils se disent, oui, on sent comme de la chaleur, j'ai l'impression que mon corps est tout mou. Alors, c'est pas exactement ça. C'est qu'au moment de la peur, tout le corps est chargé d'adrénaline pour pouvoir courir plus vite, se battre ou résister à ce qui va se passer. Donc en fait, cette sensation de légèreté nous permet de réagir le plus vite possible pour contrecarrer l'information dangereuse qui arrive vers nous. Mais pour les gens qui ne sont plus habitués à cette survie, ça devient de la paralysie. Ils sont tout mous. Cette légèreté est là pour bouger ou se battre. C'est le fight or flight syndrome, le choix de rentrer en conflit avec ce qui m'arrive, d'essayer d'arrêter la voiture, machin, ou de m'enfuir. Et au niveau donc, puisqu'on rentre maintenant vraiment dans le sujet de la respiration, on parle beaucoup de respiration inversée. Et là c'est vrai qu'il y a des... Je pense on se heurte à une mauvaise compréhension peut-être de ce système. Parce que finalement, c'est toujours le diaphragme qui descend. Et inverser un diaphragme, on sait que ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus, quoi? En fait, dans beaucoup de cas, le taoïsme a décidé de ne pas modifier comment fonctionnait l'humain, mais d'amplifier les fonctionnements, de mieux les comprendre, de les disséquer et de les entraîner. Naturellement, le bébé, tranquille, qui dort, paisible, il est en respiration abdominale normale.
On voit son abdomen qui bouge. Il n'est pas en respiration pulmonaire, enfin, par les poumons, mais pas en haut. Et il a l'abdomen. Il est en détente. Quand on a peur, quand on inspire, le ventre rentre. Quand je crie, parce que je suis énervé, quand je crie, mon ventre sort. Si je fais un effort violent, comme pousser une voiture, quand j'expire, mon ventre sort. Donc je suis en respiration abdominale inversée. En fait, naturellement, l'être humain, s'il y a une intention forte, il est en respiration abdominale inversée. Et quand il est en intention de se détendre, de relâcher, de lâcher prise, de déconnexion, il est en respiration abdominale normale. Le taoïsme a juste pris ces constatations et les a poussées en disant, dans ces cas-là, si je fais une pratique qui est de l'ordre de la détente, du lâcher prise, respiration abdominale normale, si je suis dans l'esprit de quelque chose avec une intention forte, genre donner un coup de poing dans les arts martiaux, en fait, on va sortir le ventre au moment de l'impact. Parce qu'il y a une intention forte. Donc en fait, on a juste pris ce qui existait déjà et on l'a entraîné. La respiration abdominale inversée, elle va se servir à l'inspire du diaphragme qui descend pour tirer aussi le périnée, les côtés de l'abdomen et le dos vers le centre, comme créer une compression, de manière à ce qu'à l'expire, quand je relâche tout, il y a une compression et une force accrue dans tout ce que je vais faire. La respiration abdominale normale, quand j'inspire, je bouge mon abdomen pour faire de la place à mes poumons, mais je suis dans quelque chose qui va me détendre. Ces deux respirations sont essentielles, mais il ne faut vraiment pas faire l'erreur. Si je veux une action dynamique, intentionnelle et forte, il n'y aura pas mieux que la respiration abdominale inversée. Est-ce que je peux faire les pratiques intentionnelles sans la respiration abdominale inversée ? Bien sûr, mais c'est moins bien. Est-ce que je peux le faire en retenant mon souffle ? Mais bien sûr, mais c'est carrément moins bien. On peut toujours tout faire. Après, la tradition, elle n'est pas là pour nous dire « ça, c'est comme ça qu'il faut le faire ». Elle nous dit « ça, c'est mieux, ça sera plus facile, ça marchera mieux et pour plus longtemps ». La tradition, elle est là pour ça. Elle est là pour nous dire « nous, on a 2000 ans d'expérience et on a vu « ça, c'est mieux, fais ce que tu veux ». Ok, merci Serge pour toutes ces réponses. Et sur le prochain podcast, on parlera du Neidan et justement pourquoi on inverse la respiration dans le Neidan. Ça m'a l'air bien. Merci à toi. Avec plaisir.